Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par la branche régionale Afrique centrale dans la Sénarbica sous le patronage du Conseil international des archives. Je suis Estelle Aubé, épouse Zobessi, trésorière donc de la Sénarbica et modératrice de cette conférence. Vraiment heureuse de vous savoir déjà nombreux. Je suis également accompagnée en back-office donc avec les responsables donc, de la communication et les partenariats. Il s'agit de Maria, je ne sais pas si elle est là avec nous, et bien sûr son équipe, Clémence et Elliot, qui vont se charger de tout ce qui est technique. En rappel, sachez que ce webinaire est enregistré. N'hésitez pas de poser des questions, toutes vos questions Ok. et invitons un maximum de personnes à nous rejoindre. Ça pourrait être également intéressant que chacun se présente dans le chat afin de nous faire savoir depuis quel pays vous nous suivez. Merci. Ce webinaire qui est le premier du genre organisé par la Sénarbica a pour thème les archives en Afrique centrale, état des lieux et perspectives. C'est une occasion choisie dans cette branche pour rompre déjà l'isolement et se faire connaître auprès de la communauté de l'Afrique centrale, africaine et même mondiale. Et surtout, aujourd'hui, nous allons dresser un diagnostic de l'environnement archivistique de notre zone géographique. Et également, c'est l'occasion de proposer des solutions. Au programme, nous aurons donc une présentation brève de la Sénarbica, puis nous laisserons bien sûr la place à nos différents intervenants, à savoir donc Jean-Paul Nenga, je ne sais pas s'il nous a déjà rejoint. On aura le docteur Esther Olembe, monsieur Albert Mbang, j'espère que je prononce bien votre nom, Tout à fait. et également madame Bérangère Piret. Sans plus tarder, c'est quoi la Sénarbica? La Sénarbica, c'est dans la branche régionale Afrique centrale du Conseil international des archives qui a vu le jour le 24 septembre 1982 à Bangui. Son rôle est de contribuer à la réalisation des objectifs du Conseil international des archives dans les pays de la région par la protection du patrimoine archivistique de l'Afrique centrale, susciter bien sûr l'intérêt des archives dans la région, le développement des institutions archivistiques, les recherches et les études archivistiques. Elle assure également des liens permanents et organiques entre les archives de la région et la communauté professionnelle mondiale représentée par le Conseil international des archives. Il faut dire que la branche a connu quand même un temps de léthargie. Le dernier bureau exécutif qui a été mis en place à Yaoundé en 2018 est reconduit, on va dire, en 2023 à Abu Dhabi. Ce bureau est donc composé du président qui est Jean-Paul Nenga de la République démocratique du Congo. Le vice-président, c'est Michael Nga, qui est du Cameroun. Le secrétaire, c'est M. Brice Izinoé Ouabira du Congo. Et la trésorière, c'est moi, Madame Estelle Aubé du Gabon. Donc, je pense vous avoir présenté les personnes qui vont intervenir. On réitère nos remerciements et on va donc débuter avec Madame Olembe parce qu'en principe, on aurait dû débuter avec Nanga, mais je ne le vois pas connecté, qu'il devait nous parler de la législation archivistique. Donc, Madame, le docteur Olembe, si vous êtes
disponible déjà et prête. En rappel, le docteur Olembe est directeur des archives nationales du Gabon, du Cameroun, excusez-moi, directrice dans les archives nationales du Cameroun depuis 2016 et professeur en archivistique et chef du département de l'information documentaire à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication ESTIC à l'Université de Yaoundé 2. À ce titre, elle participe activement à l'élaboration et à la conduite des projets innovants de l'ESTIC en matière de formation, de recherche et d'appui au développement. Aujourd'hui, elle va nous entretenir un peu sur les archives du Cameroun et la construction d'une mémoire homogène. Madame, on vous laisse la parole. Vous avez droit à 10 minutes. Et pour ceux qui auront des questions, merci de préparer vos questions et de les mettre dans le chat. On vous écoute. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation, cette sollicitation qui nous a été faite par le Conseil international des archives et particulièrement la branche Afrique centrale pour que nous puissions avoir un moment d'échange sur la situation ou à tout le moins l'état des lieux des archives dans notre zone. On l'a si bien indiqué, c'est une zone qui semble archivistiquement cloisonnée. Permettez-moi d'utiliser ce type de néologisme, étant entendu que lorsqu'on observe dans les zones africaines, on a souvent l'impression que, par exemple, l'Afrique du Sud, les pays d'Afrique du Sud, Afrique de l'Est ou minimalement Afrique de l'Ouest sont quand même assez active du point de vue archivistique, mais qu'en Afrique centrale, on semble dormir. Et pourtant, l'Afrique centrale est quand même la zone où le Conseil international des archives est arrivé pour la première fois. Quand il fallait arriver en Afrique, c'est bien en Afrique centrale et bien heureusement au Cameroun que le Conseil international des archives a organisé sa toute première conférence annuelle interafricaine, ce qui ouvrait par conséquent des fenêtres d'opportunité à cette zone pour connaître un meilleur développement dans le domaine des archives. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je voudrais quand même partager une petite réflexion qui va davantage porter sur la situation camerounaise, hein, parce qu'il vaut mieux, comme on nous a enseigné, de parler d'abord à partir de l'environnement dans lequel nous situons. Alors, la problématique de la construction d'une mémoire homogène à partir des archives est un problème, c'est une problématique qui taraude les esprits, surtout dans notre zone régionale d'Afrique, où on a l'impression que les archives, quand on en parle, c'est généralement deux choses. C'est vraiment souvent deux choses. Je vais vous faire grâce de tout ce qui est dit avant dans mon slide, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais directement parler de l'état sommaire des archives au Cameroun. Donc, sur ce slide, j'indique qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les archives en Afrique, particulièrement en Afrique centrale. N'oublions pas que les archives que nous avons dans les pays d'Afrique centrale sont généralement des archives héritées au sortir de la colonisation. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, notamment nous connaissons les grandes études commandées par l'UNESCO, les fameuses études du programme RAM. On a eu un ensemble de rapports de consultance. On a même eu d'ailleurs une revue spéciale de l'ICA, le commun sur la problématique, n'est-ce pas, des archives en Afrique centrale. Et de tout, si on fait une petite synthèse de toute cette littérature,
je pense, hein, c'est un point de vue, je peux me tromper, mais je constate qu'il y a un malentendu généralisé sur le rôle et la valeur des archives dans les politiques publiques de développement de l'Afrique. Vraiment, c'est ce que, c'est-à-dire quand on fait la synthèse de toutes ces lectures, on a l'impression effectivement qu'il y a un malentendu. Alors pourquoi on parle de malentendu? Parce que euh, on a une double vision des archives en Afrique. C'est une vision sociale, hein, qui est ambiguë et paradoxale. D'une part, les archives peuvent être associées à l'idée d'érudition et de culture savante, convenable pour les pays riches. Parce qu'on estime que pour mettre, et d'ailleurs on le sait, pour mettre en place des dispositifs dignes de ce nom, il faut dépenser beaucoup d'argent. Et on estime qu'il s'agit généralement des dépenses de luxe qui ne sont pas prioritaires pour des pays qui ont besoin, qui ont de gros besoins en matière d'infrastructures, de santé, d'éducation, ainsi de suite. Ça, c'est la vision, j'ai envie de dire, la plus sexy des archives. Mais il y a une autre vision pour laquelle, et c'est le constat que nous faisons un peu partout, particulièrement au Cameroun, on a l'impression que les archives sont un dépôt de vieux papiers qui sont devenus inutiles et encombrants, et dont il faut s'en séparer du mieux qu'on peut. Donc, au fond, dans ces conditions, et c'est d'ailleurs le spectacle que nous voyons dans nos administrations, vous voyez des tonnes et des tonnes de documents qui retracent l'histoire des pays, vraiment dans des couloirs, pour ceux qui ont de la chance, pour ces documents qui ont de la chance d'être dans des couloirs, d'autres dans des dépotoirs, d'autres encore chez la vendeuse de beignets du coin, qui peut facilement utiliser, parfois vous vous retrouvez avec un document extrêmement important, qui sert d'emballage. Donc, c'est peut-être dur, hein, de dire ainsi, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Maintenant, pour ce qui est du Cameroun, effectivement, il y a certes ce visage peu réluisant des archives, mais je puis quand même indiquer que il y a du chemin parcouru et qu'il y a aujourd'hui une volonté politique de sortir les archives de cette vision sociale qui, du reste, est une vision erronée. Et cela n'est pas fortuit. Cela n'est pas fortuit, c'est le fruit d'un travail acharné, évidemment avec l'aide des institutions comme le Conseil international des archives, où au Cameroun aujourd'hui, les hautes autorités sont conscientes et ont compris la nécessité d'organiser le système archivistique national, mais surtout ont compris que les archives sont au cœur même à la fois du développement du pays, de la croissance, et sont un élément central pour la constitution de la souveraineté du Cameroun. Je vais vous faire grâce de tout ce que j'ai écrit parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais tout simplement vous indiquer quels sont les grands projets aujourd'hui au Cameroun pour pouvoir positionner les archives comme étant l'adjuvant essentiel de gouvernance et le constituant de la souveraineté et de l'identité nationale. La première chose, c'est que un peu après l'acceptation du Conseil international des archives de l'organisation de sa conférence au Cameroun en 2018, qui a d'ailleurs été acceptée par le président de la République, il y a plusieurs actions qui ont été menées. La première étant qu'il fallait mettre sur pied un comité interministériel chargé de la restructuration des archives au Cameroun. Donc, ce comité interministériel a été mis en place en janvier 2018. Et ce comité avait en charge d'adresser 4 à 5 questions principales. La première question était celle du cadre juridique, c'est-à-dire qu'il fallait s'attaquer à l'ossature juridique en matière d'archives au Cameroun. Ensuite, il fallait adresser la question des infrastructures, étant entendu que les archives n'avaient pas ou n'ont pas encore l'infrastructure souhaitée. Il fallait s'attaquer à la question des archives
certes, celles qui sont dans nos bureaux, dans les dépotoirs, un peu partout, il fallait s'attaquer à la question de la collecte de toutes ces archives-là, mais surtout aussi à l'épineuse question des archives emportées pendant les périodes d'occupation, c'est-à-dire les périodes allemandes, françaises et britanniques. Comme vous savez, le Cameroun a connu un peu ces trois situations pendant la période d'occupation. Donc, il fallait également s'attaquer à ces questions. Ensuite, il y avait la problématique de ce que tout le monde appelle l'archivage électronique sans véritablement savoir de quoi il s'agit, parce que ça aussi, ça a créé un sacré malentendu. Les questions de e-government qui sont arrivées, qui ont été logées au niveau du ministère des Postes et Télécommunications, où on a adressé d'abord en premier la question des tuyaux, sans adresser la question de la structuration des données, et qui pose véritablement un problème aujourd'hui, avec une démultiplication des data centers, parce qu'on a pensé que c'était la solution, c'est-à-dire que chaque structure essaie d'avoir un dispositif pour numériser. Donc, il y a tout ce malentendu-là, il fallait s'attaquer aussi à cela. Et également, la question des ressources humaines. OK, très bien. Si on a mis en place tout ce dispositif, quelles sont les personnes qui vont pouvoir gérer les archives? Quelles sont les compétences nécessaires pour avoir un bon dispositif national de gestion des archives? Voilà à peu près les grandes questions auxquelles ce comité interministériel devrait s'adresser. Et comme vous le savez, tout n'est pas toujours évident. C'est une question extrêmement complexe qui appelle, et parfois on commet l'erreur, on commet l'erreur, nous les archivistes, de penser que c'est une question uniquement des archivistes. Non, c'est une question éminemment politique qui implique que les plus hautes autorités prennent en charge pas, ces problématiques-là. Sinon, c'est perdu d'avance. C'est vraiment perdu d'avance. Et il faut, dans le plaidoyer, montrer que effectivement, ce n'est pas d'abord une affaire d'indexation ou de description archivistique, non. C'est une question éminemment politique. Donc, 5 ou 6 ans plus tard, quels sont les résultats du travail de ce comité interministériel? On s'est d'abord attaqué, on a voulu s'attaquer à la question des infrastructures. On s'est brisé un peu le nez parce que il fallait toujours, vous savez, il faut toujours expliquer et expliquer. On s'est rendu compte que ce n'était pas aussi simple. Les bâtiments d'archives ne sont pas, c'est pas le BTP classique. Ça veut dire que derrière, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, nous sommes en train de travailler dessus et Dieu merci, l'État du Cameroun a bien compris cela. La deuxième chose, c'était, après on s'est dit, bon, même si on s'attaque à la question des infrastructures, l'épineuse question du cadre juridique qui va permettre de dire exactement ce que sont les archives, à quoi servent les archives, qui sont les archivistes, demeure entière. Nous avons une loi, la loi de 2000, régissant les archives au Cameroun et son décret d'application de 2001. Mais quand on rentre dans cette loi, on se rend compte qu'elle est inopérante parce que la vérité, c'est que depuis qu'elle a été promulguée, rien n'a été fait à la vérité parce qu'elle est inopérante. Elle s'est fondée sur une ancienne loi, la loi française, l'ancienne loi française sur les archives de 1979, presque mot pour mot, mais qui ne pouvait pas être opérationnelle. Et donc, on s'est attaqué à la révision, à tout le moins, même pas à la révision, mais à l'élaboration d'une nouvelle loi régissant les archives au Cameroun. Donc, nous avons travaillé pendant près de 3 ans et cette loi doit passer à l'Assemblée nationale. Elle devait passer à l'Assemblée nationale lors de la session de mars, mais elle a été repoussée à la session de juin de cette année. Et nous espérons qu'avec cette nouvelle loi, les choses vont véritablement être enclenchées parce que les dispositions de cette loi sont claires sur le statut des archives, qui deviennent donc un organisme fort, dont l'État veut en faire quelque chose de très fort, qui n'est plus rattaché à un ministère, mais qui sera une institution qui sera à minima rattachée dans les services du Premier ministre ou bien à la présidence de la République, comme ça l'était à l'époque. Et particulièrement pour ce qui concerne les archivistes, ils deviennent, dans le cadre de cette loi,
ce seront des inspecteurs et des contrôleurs en archivistique, et à qui on donne une compétence complémentaire, supplémentaire, c'est-à-dire des officiers de police judiciaire à compétence spéciale, en charge donc de la constatation de toutes les infractions qui sont faites autour des archives, c'est-à-dire la mauvaise conservation des archives est désormais pénalisée, n'est-ce pas, dans le nouveau dispositif juridique et à des niveaux que vous ne pouvez même pas imaginer, parce que toutes les personnes, quel que soit leur poste dans les administrations, seront sanctionnées si elles ne participent pas à l'effort national de construction de notre mémoire collective. Donc, je voulais rapidement le dire comme ça pour indiquer que voilà quand même quelques avancées qui montrent que les archives ne peuvent pas, la constitution de la mémoire ne peut pas se faire sans véritablement une volonté politique forte. Et cette volonté politique forte nécessite que derrière, des professionnels puissent parfois enlever leur oripeau de grands techniciens et de porter, n'est-ce pas, d'avoir d'autres compétences pour convaincre, pour amener le politique à se rendre compte de l'importance fondamentale que sont les archives dans nos pays. Et pour terminer, je vais dire ce qui est généralement notre... Nous avons deux éléments, deux leviers que nous utilisons chaque fois que nous sommes en face des autorités pour leur montrer l'importance des archives. Le Cameroun a été confronté il y a quelques années avec son voisin du Nigeria à une discussion j'ai envie de dire d'un lopin de terre, mais c'est plus qu'un lopin de terre. Donc, la frontière maritime et terrestre de la presqu'île de Bakassi a été convoitée par notre voisin nigérian. N'eût été les archives, le Cameroun aurait perdu cette grosse bataille juridique. Mais grâce aux archives, on a réussi à démontrer que la presqu'île de Bakassi est camerounaise. Et ça, c'est une victoire indéniable. Et ce n'est pas seulement une victoire juridique, mais c'est aussi une victoire, c'est d'abord une victoire archivistique. Parce que sans ces archives, on n'aurait jamais eu Bakassi. Donc ça, c'est le premier élément de plaidoyer. Le deuxième élément, lorsque le ministre des Finances nous fait souvent savoir que ça coûte trop cher. Tout ce que nous voulons là pour faire les archives, ça coûte trop cher. Est-ce que le Cameroun pourra avoir l'argent pour mettre en place un dispositif archivistique? Alors, la réponse qui est généralement donnée, c'est que le budget du Cameroun commence en archives et il se termine en archives. Donc, du début à la fin, on a besoin des archives. Alors, est-ce qu'on va mettre entre parenthèses ce qui fabrique ce budget et ce qui permet de justifier que nous l'avons consommé? Parce qu'après, ce sont les archives qui permettent de justifier l'action gouvernementale ou alors les projets qui ont été choisis ou qui ont été définis pour l'investissement. Donc, voilà un peu les deux arguments. Il y en a bien d'autres, hein, mais je voulais juste partager ces deux arguments pour montrer que à ce niveau-là, ce n'est plus la technique archivistique qui parle, mais il faut trouver d'autres leviers pour pouvoir expliquer aux politiques la nécessité de pouvoir mettre en place un dispositif archivistique qui, une fois de plus, constitue un levier fondamental de souveraineté et d'identité. Je vous remercie. Oui, docteur, excusez-moi de vous interrompre, mais le temps qui nous est imparti, je ne sais pas si vous pouvez résumer ou si vous avez terminé. S'il vous plaît, je n'ai pas suivi. Oui, je disais par rapport au temps. Si vous pouvez nous faire vraiment un petit résumé de votre intervention, parce que le temps qui nous est imparti, voilà, les autres également doivent intervenir. J'en avais terminé, c'est pour ça que je vous remettais la parole tout à l'heure. J'en avais terminé. Je ne voulais pas continuer. Je disais trois choses. Je disais la première chose, c'est que les archives en Afrique centrale souffrent d'un malentendu social. Je l'ai indiqué dans la première partie de mon intervention. La deuxième partie, c'est que la situation des archives au Cameroun n'est pas meilleure qu'ailleurs, mais au moins, il y a une embellie qui vient de ce que derrière, il y a une volonté politique via
le gouvernement et aussi les organismes internationaux comme le Conseil international des archives, à travers tout ce que nous faisons, nous sommes arrivés à avoir quelques résultats positifs, dont le principal résultat est la révision ou la préparation d'un nouveau cadre juridique et réglementaire sur les archives. Donc, quand il y aura des questions, je pense que je pourrais revenir de manière plus claire sur ces différents aspects. Merci. Merci et nous tenons vraiment à remercier tous ceux qui sont connectés. On a vu qu'il y a plusieurs pays qui sont présents, pas seulement de l'Afrique centrale, il y a également ceux de l'Afrique de l'Ouest et bien sûr de l'Europe. Merci. Vraiment, la chose que moi j'ai plus retenue qui a attiré mon attention, c'est vous avez dit que la constitution de la mémoire ne peut se faire sans la volonté politique et que en ce qui concerne les archives, le projet devrait être porté par les professionnels. Je pense qu'il va vraiment falloir qu'on insiste sur cet aspect. Pas seulement les politiques, mais il faut que les professionnels de la région, parce que vous avez dit que notre zone est cloisonnée par rapport à d'autres zones. C'est vraiment une interpellation envers les collègues qui sont là connectés, c'est dire qu'il faut qu'on se lève pour changer la donne. Je sais pas, j'ai pas vu de questions au niveau du chat. Donc, nous allons sûrement passer la parole à Monsieur Albert. Ok, je viens de voir une question parce qu'il y a Rachel qui demande au docteur Olembe, attendez que je revienne, il y a eu quand même une réaction, il y avait une question. Oui, alors je réponds directement. D'accord, d'accord. Je réponds? Oui, oui. Oui, je vois une question sur les dispositions de la nouvelle loi camerounaise sur les archives. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas encore promulguée, mais bon, c'est non plus un secret. Mais en même temps, très rapidement, les nouvelles dispositions sur les archives, enfin les innovations, parce qu'il vaut mieux parler des innovations sur le projet de loi qui est sur la table des parlementaires. C'est la première chose, c'est on essaye dans cette loi de promouvoir une politique nationale des archives et un système national d'archivage. La deuxième chose, c'est la reconstitution du fonds physique et numérique des archives ainsi que la conservation du patrimoine archivistique national. La troisième chose, c'est la dynamisation de l'archivage électronique. La quatrième chose, c'est la professionnalisation en archivistique et la responsabilisation de tous les acteurs de la chaîne de production des archives. La cinquième chose, c'est l'institution d'un mécanisme de supervision de la gestion des archives au sein des administrations sectorielles. La sixième, c'est l'institution d'un mécanisme de financement du système national des archives. Et là, c'est vraiment quelque chose de très innovant parce que toutes les belles politiques en matière d'archives, si on ne dit pas comment cela sera financé, ça pose un problème. Donc, cette loi prévoit des dispositions juridiques claires sur le financement du système national d'archivage et enfin le renforcement de la traçabilité et de la sécurisation des archives. Donc, pour faire simple, donc le texte, pour madame qui a posé la question, il va instaurer ce qu'on appelle le contrôle archivistique qui va viser à garantir la bonne tenue du patrimoine archivistique national. Et c'est un contrôle qui va se faire par des personnels dont j'ai dit ici, qui ne seront pas seulement des archivistes assermentés, non seulement assermentés, mais ils seront des officiers de police judiciaire à compétences spéciales. C'est ce que prévoit la loi. Donc, la loi prévoit aussi un régime dissuasif de sanctions assorti possiblement d'une procédure de transaction. Mais le régime de sanctions est très dur. Il est très dur. Pourquoi il est très dur? C'est justement pour qu'on sorte de la vision des archives, vieux papiers à jeter, ainsi de suite, qu'on sache effectivement que tout le monde
a un rôle dans la constitution de la mémoire collective. Donc, voilà à peu près les grandes lignes, hein, les grandes innovations de ce projet, cet avant-projet de loi. Oui, docteur, on va prendre une autre question. Les autres questions, je pense qu'on va répondre à la fin de notre webinaire. Mais il y a quelqu'un qui demande, est-ce que le docteur peut revenir sur la problématique du data center? Si vous pouvez, voilà, ça va être la dernière question qu'on va prendre pour ce volet. Essayez d'être bref, aussi bref possible, s'il vous plaît. Merci, c'est un peu difficile. En fait, ce que je veux dire, c'est que avec le développement des technologies de l'information et de la communication et tout ce qu'elles promettent, hein, il y a une grosse promesse derrière les TIC. Nous avons tous pensé qu'en nous versant dans l'archivage électronique, en fait, quand je dis archivage électronique, dans les processus de numérisation des documents qui sont confondus avec de l'archivage électronique, on allait régler le problème de l'organisation des archives dans nos administrations. Alors, beaucoup de structures se sont versées dans ce qu'ils appellent l'archivage électronique. Beaucoup de structures se sont versées dans justement la mise en place des dispositifs tels que les data centers. Vous savez que les data centers qui remplacent aujourd'hui, enfin remplacer c'est trop dire, qui sont dans ces dispositifs technologiques qui permettent de conserver, n'est-ce pas, de stocker davantage que de conserver, de stocker, il faut dire les choses comme elles sont. Donc la plupart des structures se sont lancées dans le stockage de l'information sans véritablement que derrière, il y ait un archivage avec tout ce que cela comporte. Parce que quand on parle d'archivage, il faut tout de suite voir le droit qui est associé à cela. Les documents qui sont versés dans ces stocks-là, est-ce que ce sont des archives au sens juridique du terme? Donc, il y a toute cette problématique. Vraiment, si je commence à parler de ça, je vais prendre beaucoup de temps. Donc, peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus. Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci. Merci, docteur. Pour les autres questions, nous allons revenir à la fin. Rien que prendre un peu l'avis de Jean-Claude qui dit, docteur Olembe, vous avez dit, les archivistes doivent, en plus de leur technicité, doivent aussi avoir d'autres compétences. Je suis d'accord avec vous, sauf que dans la formation actuelle de ces professionnels, il n'existe pas trop de formation en plaidoyer. C'est peut-être pour cela qu'on n'arrive pas à porter des projets pour convaincre des décideurs. Il va peut-être, puisque vous êtes également responsable d'un département au sein du département communication et archivistique, ça peut être intéressant. Je pense que c'est un apport. Il va falloir essayer de réfléchir dans ce sens. Merci, docteur. Je pense qu'on va poursuivre. Et là, c'est Monsieur Albert Mban qui va nous présenter vraiment la situation des archives en Afrique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, et je reste convaincue quand même que plusieurs ici ont déjà entendu parler de ce monsieur, il est expert consultant en archives et gestion documentaire et président de l'association Mémoire et Développement du Congo-Brazzaville. Il réside pour le moment en France, je crois. Il enregistre donc plusieurs années d'expérience en tant que consultant et expert international dans la conduite des missions dans le domaine des archives et documentation. Pour cette raison, il a effectué plusieurs missions d'assistance technique ponctuelle et d'appui institutionnel dans plusieurs pays d'Afrique, dont au Congo, Cameroun, Burundi, Gabon, Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces pays-là. Il est auteur de plusieurs livres, dont les plus connus, bien sûr, sont le problème des archives en Afrique, à quand la solution, édité en 2007, l'administration africaine face à sa documentation, un défi pour l'émergence, publié en 2012, les archives administratives dans les États africains.
instrument de gouvernance et de souveraineté en 2017. Je sais qu'il nous a annoncé tout à l'heure qu'il y avait d'autres publications. Et monsieur, nous sommes, présentez-nous la situation des archives en Afrique. On vous écoute. Je le salue tout le monde. Bonjour, mesdames. Madame Odembe, je vous fais un salut parce que vous m'avez reçu la fois dernière chez vous aux Archives nationales. On ne s'est plus revu depuis. Alors, je suis archiviste de formation déjà. D'accord? Moi, je suis archiviste de formation, sorti de Dakar. J'ai travaillé aux archives. Je suis d'origine congolaise de Brazza, mais j'ai vis en France. Voilà, donc, nous sommes parmi les premiers archivistes, je dirais même pas, moi je suis panafricain, africain. Je suis de la 3e génération parce que les premiers archivistes formés à Dakar, diplômés de Dakar, sont sortis, je crois, en 72, la deuxième promotion en 73 et 74, etc. Donc, j'ai travaillé aux archives nationales chez moi avant de venir en France. Et c'est de la France que j'ai commencé donc à faire des missions, dont la première, c'est un peu l'historique, hein, tout ça a une origine, donc je ne suis pas venu comme par hasard, là, comme ça. Je préparais ma thèse de doctorat en documentation, on m'a dit que j'avais une expérience professionnelle derrière moi. Il y a une mission qui se présente à Djibouti, une mission de l'agence de la francophonie. Ça s'appelait Agence culturelle et technique, quelque chose comme ça, ACCT. Mais voilà, parti à Djibouti, et c'est là où j'ai effectué ma première mission d'expert, en 1986. Je n'oublierai jamais. Tout est à partir de là. Moi qui devais rentrer chez moi comme fonctionnaire, mais voilà, qui reste en France, continue à travailler comme ça. Jusqu'à ce que, des années plus tard, je commence à faire des formations. Mes formations ont commencé en 2005 et à Douala. C'est à Douala. Auparavant, j'avais été en mission, j'ai fait 3 ans de travail là-bas, etc. Et c'est à Douala que j'ai commencé ma première formation. En 2005, tout est parti de là. Je ne m'attendais pas à écrire hein, des bouquins. C'est des formations, un point trait. Mais dans l'équipe, il y a une amie, une sœur, tout ce que vous voulez, Madame Blanquet, universitaire, professeure d'université, qui est aujourd'hui à la retraite, qui m'accompagne dans cette aventure et qui, me voyant répondre un peu à différentes questions, me dit, mais attends, mais tu connais beaucoup de choses. Même ceux qu'on formait disaient, monsieur, vous semblez connaître beaucoup de choses, mais il faut écrire sur ces questions-là parce que les gens qui viennent, ce n'est pas les gens des archives nationales. Hein. Ils viennent des administrations de manière générale, beaucoup d'établissements publics aussi. Voilà comme tout c'est parti. Et Marie-France faisait la pression, il fallait que j'écrive. De là est née l'idée de ce livre-ci, le tout premier, que vous avez cité d'ailleurs, et après j'ai enchaîné les formations. Donc depuis 2007, on fait des formations, et c'est depuis que j'ai commencé à comprendre les plans des archives. Je les comprenais autrement comme archiviste. Hein. Moi, je suis archiviste historien quelque part. Mais là, j'ai découvert qu'en fait, les problèmes des archives en Afrique sont avant tout administratifs. D'accord? On a beau accuser les dirigeants, mais il y a une grande part de responsabilité au niveau des archives ou des archivistes eux-mêmes. Mais c'est la faute des personnes. Cela vient du fait, vient de nos formations à nous. Moi, je vous parle, si je te parle, parce qu'après, venant en France, j'ai fait une formation de documentaliste, en documentation. C'est ce qui m'a permis de voir beaucoup plus clair et de mieux intervenir. Quand je ne peux pas résoudre le problème archivistiquement, je le résoudre du point de vue documentaliste. Et finalement, j'ai compris que vous ne pouvez pas, par exemple, travailler dans l'administration si vous n'êtes pas à la fois archiviste et documentaliste. Bon, alors, allons-y pour les problèmes. Les problèmes, moi, je travaille au niveau africain. Hein. Donc, moi, je travaille au niveau africain. Les formations, je reçois tout le monde, et d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, Djibouti et Comores. Alors, les problèmes, ils sont nombreux. Moi, j'ai essayé de résumer un peu. Justement, je vous ai dit que ce livre-là, le dernier, il est né d'une conférence à laquelle j'ai assisté au Maroc. Et c'est là, il porte le même titre, hein, sauf que ce n'est pas l'Afrique centrale, c'est l'Afrique en général. Et cette conférence, elle s'appelait donc, les archives en Afrique, état de lieu et perspective.
Bon, alors, je vous ai dit tout à l'heure que le problème des archives, il est avant tout administratif. Jusqu'à présent, on a beau dire, les gens n'ont jamais compris. Nous, quand on pense archives, Mme Olembe l'a dit tout à l'heure, quand on parle archives, on voit vieux papier, on voit tout ce qui est inutile, mais non. Quand on parle d'archives, ce sont les documents. Tout à l'heure, l'audio, quand on va l'archiver tout à l'heure, c'est déjà un document d'archive. Donc, les archives, ce sont les documents de gestion, ce sont les documents de travail. D'abord, il faut les voir comme ça. Moi, je vais aller même plus loin. Moi, quand je reçois des gens, vous avez des gens qui font archives, de moins en moins des gens qui font archives. Vous avez des gens qui sont au secrétariat, des gens qui sont au courrier, et les cadres administratifs qui viennent là. Ils apprennent beaucoup de choses. Et j'étais même surpris de voir que les gens qui sont diplômés en archivistique, mais des fois, ils ne se trouvent pas dans ces formations. J'étais même surpris. Vous comprenez? Vous avez l'impression que non, j'ai même fait archives. Ils ne se retrouvaient pas. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Il y a énormément de problèmes, mais qu'il faut résoudre d'abord au niveau administratif. Combien de pays, dites-moi, ont des directions d'archives et de documentation? Il y a des ministères, il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes au niveau des archives nationales si là, à la base, ce n'est pas résolu, ce n'est pas réglé. Moi, à ma connaissance, à ce jour, il y a 2 pays. Le premier, c'est le Gabon, qui a créé, depuis 2014, je crois, Direction centrale d'archives et de documentation. J'ai eu à former des Gabonais, parmi tant d'autres, de la présidente de la République. Et chaque fois, je dis à ceux qui viennent en stage qu'il faut que nos États se dotent des archives au niveau des ministères et des institutions. Bon, dedans, il y avait des gens qui étaient importants, hein, comme des jeunes frères. Et finalement, ils ont pu convaincre la présidence et le président de la République gabonaise a signé ce décret qui date. Donc aujourd'hui, le Gabon est un des rares pays à avoir une direction centrale d'archives et de documentation. Tous les ministères en sont pourvus. Au niveau de la présidence, il y a un centre de documentation d'archives. Deuxième pays à ma connaissance. Hein. C'est-à-dire uniquement des structures dédiées aux archives et à la documentation. Pas communication, non. Ça, c'est le Gabon. Le deuxième pays, c'est le Burkina. Là aussi, j'ai eu à former quelqu'un avec qui je suis en contact. Peut-être qu'il est même en train de me suivre là. Là aussi, je crois qu'il n'y a pas très longtemps pour le Burkina, c'est récent, en 2016, 2017, je ne sais plus. Ils ont créé direction archives et documentation. Uniquement. Mais à la tête, il y a un directeur. Voilà. Donc, il dépend directement du secrétaire général. Combien de pays? C'est des problèmes qu'il faut d'abord résoudre. Si vous n'avez pas résolu ça, vous n'avez pas d'archives nationales. Vous voyez? Moi, mais je l'ai compris par les formations. Donc, il y a un certain nombre de choses. Bon, moi, j'en parle comme ça. Moi, je vois les lois sur les archives. Je soulignais ça tout à l'heure. Mais mesdames, messieurs, quand vous regardez les lois sur les archives en Afrique, ça fait pitié. C'est les mêmes mots. C'est-à-dire qu'au Congo, en Côte d'Ivoire, là, j'ai regardé en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Bénin, j'ai fait une mission il y a longtemps. Bon, j'y vais chaque année pour mes formations. C'est le copier-coller. C'est la même chose. On vous dit par exemple qu'à partir de 25 ans ou 30 ans, un document doit aller aux archives nationales. Alors qu'au niveau des ministères, il y a des documents qui ont une valeur permanente, qui vont rester au ministère toute leur vie. Mais en même temps, j'ai compris qu'on l'a fait parce qu'on n'a pas encore établi de gestion. Mais vous n'avez même pas établi de gestion de documents pour savoir ce qui doit aller aux archives, ce qui va rester là et combien de temps. Donc voilà autant de problèmes à résoudre. Mais ces problèmes sont administratifs. Bon, dans le livre, moi, j'essaie de débrosser tout ça et de dire qu'il faut résoudre le problème en créant un comité technique, par exemple, d'archives interministériel. On va nommer quelqu'un et, avec les archives nationales, voir comment on peut travailler pour développer cette activité-là au niveau des institutions. Mais moi, je suis un vieil archiviste. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis que nous, on a commencé à travailler qu'on parle des problèmes d'archives. Toujours, les administrations sont dépourvues de structures d'archives. Il n'y a pas. Il n'y a pas du tout.
Quand il y en a, moi j'ai travaillé dans un ministère avant de venir en France, après avoir travaillé aux archives nationales, c'est parce que le ministre qui était là, bon, qui était un cadre quand même, un grand cadre, il avait restructuré le ministère, et c'est là où on avait inséré un bureau archives et documentation, là où j'ai travaillé, et je commençais à être perdu. Je me sentais plus aux archives nationales, il n'y a plus à faire aux mêmes archives, vous comprenez? Donc il y a d'abord ça à résoudre, mais c'est un problème administratif. Moi, ce livre que j'ai écrit, ça s'appelle Sensibilisation des chefs d'État et des gouvernements africains sur les archives institutionnelles. C'est pour eux que j'ai écrit pour les sensibiliser. C'est un combat qui nous dépasse tous. Il n'y a que eux qui peuvent le résoudre. Mais il faut qu'ils sachent de quoi il s'agit. Je vous assure que même nos décideurs ne savent pas de quoi il s'agit quand on parle d'archives. Ils ne savent pas. Donc, il faut d'abord commencer par les sensibiliser. S'ils sont sensibilisés à ces questions-là, je vous assure que toutes les portes sont ouvertes. Voilà. Moi, je ne sais pas quoi dire d'autre. Bon, les autres, les statuts, etc. Mais en tout cas, je vous dis, c'est pas que c'est un problème administratif. Il faut les résoudre déjà. Si vous n'avez pas résolu ces problèmes-là, vous n'allez jamais aller plus loin. Si vous permettez, je peux peut-être lire un peu les conclusions, si vous permettez. Hein. Alors, je ne vais pas loin. Bon, il faut instituer, dans la conclusion, la dernière partie, il y a en deux parties, il faut instituer la fonction archive dans les organigrammes des ministères, donc des institutions. Il faut instituer la fonction. Ce qui n'est pas le cas hein, dans la plupart des pays. On va me dire, il y en a, c'est faux. Moi, je veux une direction archive et documentation, pas direction communication. Non, archive et documentation. Il n'y en a pas. Il faut instituer cela. Il faut que cette fonction soit reconnue officiellement, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut une certaine réforme au niveau de nos institutions. Voilà. Il faut mettre en place un comité technique interministériel destiné à ces questions-là. Organiser les structures centrales d'archives au sein des ministères, après avoir créé, bien sûr. Moderniser les modèles de méthodes de travail, ce qui n'est pas le cas. Bon, il faut harmoniser et uniformiser les méthodes de travail. Oh, chacun fait ce qu'il veut, chacun travaille comme il a appris à l'école, c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Assurer la formation de futurs gestionnaires des archives, etc. Établir des passerelles entre les institutions des archives administratives et les archives nationales. Voilà. La passerelle, on va l'établir quand on aura effectivement résolu le problème. Donc, c'est une autre chose qu'il faut résoudre en amont. Nous, on a commencé par organiser les archives, en fait, en Afrique francophone. Les archives, on a commencé par le haut plutôt que par le bas. Le haut, c'est les archives nationales. Moi, c'est quelque chose que je défends depuis toujours. Je me souviens avoir discuté avec certains grands responsables ici, au niveau national, hein, on se rencontrait comme ça en France. Et ma thèse, même pour ces questions-là, il dit non. Bon, c'est une thèse en documentation, mais c'était les mêmes problèmes. Je dis, il fallait commencer par organiser toutes ces fonctions-là, les activités au niveau des institutions, de ceux qui prennent la décision, plutôt que par les archives nationales. Mais très bien, les archives chez nous, nationales, existent depuis globalement les années 1970. Mais c'est les mêmes problèmes qui sont évoqués depuis 1970. Bâtiments, statuts, contentieux, etc. Bon, alors, on tourne autour du pot depuis. Et en même temps, quand vous regardez à nos archives nationales, qu'est-ce que vous avez? Madame Olembe l'a dit tout à l'heure, et moi je le dis encore là. Ce sont ces archives coloniales qui sont là. Il n'y a rien. Ce sont les archives historiques, on en est fiers. C'est notre histoire. Mais après, mais ça, c'est un travail qui devait être fait de 1980, par exemple. En 90, on a fini. Maintenant, il reste quoi à faire? Aux archives nationales, on va passer le temps à faire quoi? C'est déjà l'autre côté n'est pas assuré. Donc voilà, il y a autant de choses. Dans les trois quarts des dépôts d'archives chez nous sont construits, on ne contient que les archives coloniales. Mais où sont les archives de l'administration qui existent depuis 1960, de manière générale? S'il y a des versements, ce sont des versements qui ont été faits
par la faute de choses, parce qu'ils n'ont plus de place chez eux. Moi, je l'ai vu comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas de gaieté de cœur que les administrations vont envoyer leurs archives aux archives nationales. D'abord, ils ignorent même l'existence de ces archives-là, nationales. Pour parler crûment, hein, je veux choquer personne, mais c'est la réalité. Combien d'administrations connaissent ça, vous, surtout les archives nationales dans nos pays? Et à quoi ça sert? Voilà. Merci, merci. On ne va pas vous couper, mais on va vraiment retenir que pour vous, le problème des archives en Afrique est avant tout un problème administratif et pas professionnel. Moi, j'ai quand même une petite préoccupation. Vous avez dit il faut sensibiliser les responsables. Vous ne pensez pas qu'au niveau de l'Afrique, on a assez sensibilisé? On parle tout le temps, est-ce qu'il ne faut pas trouver un autre moyen? Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de personnes? Parce qu'on a parfois l'impression que lorsqu'on change de direction, même en matière de gestion documentaire, l'intérêt qu'on avait soit disparaît complètement, on n'en parle plus, ou celui qui est là veut qu'on parle, voilà. Donc ça évolue un peu en dents de scie. Vous pensez vraiment que la sensibilisation constitue une solution au problème des archives en Afrique? Madame, mais tout à l'heure, je vous ai dit que la fonction, elle n'est pas connue. Elle est connue où? Ça va par les archives nationales. Est-ce que la fonction doit être connue au niveau des institutions, c'est-à-dire des ministères, par exemple? Bon, c'est connu où? Je vous ai dit, il n'y a que deux pays ici. Hein? Il y a le Gabon et le Burkina qui ont les directions d'archives au niveau de tous les ministères du pays. Donc là, les gens savent ce que c'est. Moi, je vais vous dire, moi, j'ai bourlingué un peu partout. J'avais avoir une grande mission dans la sous-région, justement, une grande institution. On a le même problème. Hein? Alors, j'ai dit, mais comment est-ce qu'on va d'abord faire une étude préalable, etc. Et puis maintenant, il fallait mettre en œuvre le projet. Mais le projet, il va être porté par qui? Par les cadres. Oh, les cadres, quelqu'un m'a dit, écoute, fais d'abord un séminaire. Je vous assure, on a fait le séminaire à Douala. C'est une institution sous-régionale. Nous avons fait le séminaire pendant 2-3 jours, madame. Des grands cadres, hein, je vous dis, hein, comme on dit, des cadres supérieurs, compétents aux archives. Mais quand ils sont sortis de là, le regard envers les archives avait changé. Totalement changé. Et on m'a dit, monsieur Mba, tout ce que vous demanderez, ça, c'est aux choses humaines. Je me souviens, comme par hasard, c'était même le monsieur gabonais, était un grand frère. Il dit, tout ce que vous avez demandé, on va vous le donner. Moi, il y a un qui avoue, je ne comprenais rien du tout. Les gens sont venus de la sous-région. Hein, donc, c'est après que les gens sont libérés, je me suis rendu compte qu'effectivement, ils ne savent pas de quoi nous parlons. Et maintenant, ils avaient compris. Et après, on a vu toutes les portes ouvertes. La sensibilisation, ce n'est pas les archives nationales qui vont la faire. Non, ils vont être associés, mais la sensibilisation, c'est à tout le monde. Et avec les thèmes bien précis. Vous allez voir que les cadres vont s'ouvrir. Dire, ah bon, c'est de ces archives-là qu'il s'agit. Et pourtant, tous les jours, ils sont confrontés au point d'archives chez eux. Mais ce n'est pas par les archives nationales qu'on va les résoudre. C'est par leurs propres services d'archives qui peuvent les aider à résoudre ça. Oui, moi je maintiens que la sensibilisation, madame. Merci, merci, monsieur Albert. On rappelle à tous que ce webinaire est bien sûr enregistré. On pourra les retrouver sur les plateformes de l'ICA. Au niveau de notre chat, il y a Hermione qui dit que la prise en charge des archives est selon elle, ou lui, je pense que c'est elle, voilà, un problème culturel. Donc, la prise en charge des archives est selon elle un problème culturel et politique. Un problème culturel parce que les services producteurs n'ont pas une culture archivistique, ce qui fait que les archives envoyées au service d'archives sont dans un état déplorable. Elle poursuit en disant qu'un problème politique parce que le nombre d'archivistes par ministère est suffisant pour assurer la prise en charge effective des archives. Ensuite, le moyen nécessaire pour assurer l'organisation des archives n'existe pas
avec quoi traiter les archives ou les conserver après traitement. Je dois répondre. Là. Je réponds. Oui, vous dites? Je réponds. Oui, oui. Bon, alors, c'est pas culturel. L'administration, moi je vous ai dit que c'est un problème administratif. Je vous le répète. Mais vous pensez par les archives nationales, par vos formations. Non. Moi, j'étais comme ça. J'ai laissé ça de côté. Mon expérience, elle est là. Mais alors, si le document vous arrive en désordre chez vous, c'est parce que le classement primaire n'est pas assuré. Vous comprenez? C'est Oui. parce que le classement à la base n'est pas assuré. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de nomenclature de classement. Vous comprenez? Donc, les gens font ce qu'ils font au moment de ils vous faire des masses de documents uniformes. Pourquoi, d'après vous, bon, encore une aberration, pourquoi, d'après vous, dans les modèles de versement, il y a une partie où on met pas indexation, on met mot-clé. Pourquoi? C'est parce qu'à l'origine, on sait que dedans, les documents qui arrivent, ils ne sont pas homogènes. Or, qu'un dossier, il est homogène. Donc, ce n'est pas une affaire culturelle. Si vous apprenez à ce genre-là à classer, à ranger, à avoir des tableaux de gestion, des plans de classement, pas des cadres de classement, un mot qui revient un peu partout, vous allez voir que les choses viendront un jour en ordre. C'est ça qu'il faut d'abord résoudre. Vous n'avez pas de nomenclature, vous n'avez rien du tout. Vous n'avez jamais appris à ce genre-là à classer. Mais le document qui vient, il vient des secrétariats, il vient du courrier, il vient des services. A-t-on appris au secrétaire? Moi, je vois des gens qui viennent. Oh, monsieur, je ne peux pas des cadres, mais j'ai des problèmes. Mais parce qu'en fait, il a mélangé une note de service, dans le même chrono, il a mis une note de service, lettres, attestation, tout ça. Comment voulez-vous vous trouver? C'est les choses les plus élémentaires qu'il faut d'abord résoudre. Et après, on va avoir des archives dans l'ordre qu'il faut. Ce n'est pas culturel, madame, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. Et les responsables aussi, ben, ils attendent de vous des trucs, mais nous, il vient de ce que nos formations sont insuffisantes en la matière. Donc, il faut revoir le contenu des formations. Moi, j'ai commencé mes formations, il y a des choses que je ne faisais pas. Maintenant, de plus en plus, on apprend les techniques de classement de plus en plus. Et les gens s'en sortent mieux. Voilà. D'accord. Et on a également, on va prendre cette dernière intervention donc de Jean-Claude Mbassi, qui dit qu'il est d'accord avec vous, il est tout à fait d'accord avec vous Merci. sur le fait que le problème principal de nos archives, c'est surtout la méconnaissance de nos autorités sur la valeur de ces documents. Mais ne serait-il pas intéressant de commencer cette sensibilisation au niveau de nos familles et communautés sur la gestion des archives familiales qui constituent dans leur ensemble les archives de la communauté et nationale? Je ne sais pas si vous êtes tout à fait d'accord avec lui également, parce qu'il demande qu'on débute la sensibilisation au sein de nos familles. Voilà. Là, c'est autre chose. Ça sort des compétences. Moi, je parle des archives institutionnelles, administratives, oui. Tout commence par là. Si vous n'avez pas ça, on va rester encore 100 ans, on va tourner au problème autour des mêmes problèmes. Depuis les années 70, c'est les mêmes problèmes qui reviennent. Ils sont récurrents. C'est les lois d'archives, c'est les formations, c'est les bâtiments, c'est la profession, c'est les statuts. Tous les mêmes, toujours les mêmes problèmes. Donc, il y a un problème qui ne va pas. Il y a un problème qui ne va pas. D'accord. On a vraiment compris que le problème des archives en Afrique est avant tout un problème administratif. Tout à fait. Il va falloir que, on va dire quoi, qu'on se mette au travail déjà pour mettre cette organisation que vous avez suggérée, à savoir à disposer des directions archives et documentation au sein des ministères avant l'envoi aux archives nationales. Absolument. Merci, merci beaucoup, Monsieur Albert. Je pense qu'avec le temps qui nous est imparti, nous allons nous diriger vers Madame Bérangère Piret, qui, elle, va nous parler tout simplement de
Je pense qu'elle va nous parler des archives au niveau... On va revenir. Donc, déjà, je vais présenter Madame Piret, qui est chargée de cours d'histoire et d'archivistique à l'Université catholique de Louvain et archiviste aux archives de l'État de Belgique, où elle est en charge de la gestion des archives relatives à la colonisation. En tant que chercheur, elle s'intéresse particulièrement aux questions des archives coloniales de la RDC, du Rwanda et du Burundi. Et c'est sur cet aspect-là, justement, qu'elle va intervenir sur les archives coloniales, et elle aura quand même un petit peu sur la coopération au niveau de la coopération archivistique. Madame Bérangère, on vous écoute. Oui, merci. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Oui. super. Merci beaucoup. Et je tiens à remercier Jean-Paul Nenga qui m'a fait l'honneur de m'inviter aujourd'hui dans cette discussion. Il m'avait demandé de vous parler des archives relatives à la colonisation et spécifiquement des archives qui se trouvent en Belgique, au Burundi, en RDC et au Rwanda. Mais il y a toute une série de réalités, toute une série d'éléments qui sont transposables à d'autres réalités nationales ou au contraire, hein, d'autres des éléments qui s'en distinguent. Et ce sera intéressant de pouvoir mettre cela en évidence. Alors, avant toute chose, je voulais qu'on puisse s'arrêter un instant sur ces termes de archives coloniales, archives relatives à la colonisation, archives déplacées, archives migrées. On entend aussi parler d'archives migrées, qui est un décalque de l'anglais. Donc, ce sont tous des termes qui sont fréquemment utilisés comme des synonymes et qui, en réalité, ne le sont pas. Tous des termes qui ont leur propre réalité, leur propre portée et qui diffèrent. Alors, plutôt que de proposer une définition assez théorique de ce que sont des archives relatives à la colonisation, je voulais vous proposer de faire un tour dans les dépôts d'archives, dont j'assume la gestion pour eh bien, prendre la mesure d'un échantillon de ce qui s'y trouve. Alors, quand on parle d'archives relatives à la colonisation, on pense à ceci: des actes officiels, des actes diplomatiques qui sont rédigés par les autorités en charge de la colonie. Mais on pense aussi à ceci, hein, à un jugement qui est rendu par un tribunal colonial. On pense à des recensements qui sont rédigés par des administrateurs, des chefs, et aussi à des dossiers. Ici, ce que vous avez à l'écran, ce sont des dossiers personnels, des dossiers qui sont rédigés pour chaque fonctionnaire ou agent au service de la colonie. Alors, ces dossiers-là, ils sont super importants parce qu'ils sont utilisés aujourd'hui encore dans des questions de succession, de filiation, pour dresser l'histoire des familles, l'histoire des reconnaissances aussi d'enfants qui sont nés d'un père acteur colonial. Et je voudrais insister là-dessus et rebondir sur ce que le docteur Esther Olébé a mis en évidence précédemment, c'est que les archives, ce n'est pas que des vieux papiers, ça n'intéresse pas seulement les chercheurs. Les archives, elles ont encore une valeur probante. Ici, ces documents, ils servent pour prouver ce lien de filiation. Et je pense qu'on va y revenir, mais moi aussi, j'insisterai sur cette mobilisation des politiques. Mais pour pouvoir aller sensibiliser les représentants politiques, ça me semble essentiel d'agir là-dessus. De dire, en fait, ces documents, ils ont une valeur aujourd'hui, une valeur probante, une valeur économique pour certains. Et c'est souvent un argument qui fonctionne bien quand on s'adresse aux politiques. Donc, les archives relatives à la colonisation, ce sont des documents rédigés, mais pas seulement. On a, ce sont des archives produites par des autorités publiques, donc des archives publiques, mais pas seulement.
évidemment, on retrouve des archives qui sont produites par des archives privées. Ici, des archives d'entreprises. Hein. Les entreprises sont essentielles pour comprendre l'expérience coloniale. Donc voilà, on a à la fois des producteurs publics et des producteurs privés qui ont produit des documents rédigés, mais qui ont aussi produit toute une série d'autres documents, et notamment des cartes. Alors les cartes, elles sont très importantes et je rejoins à nouveau le docteur Olembe. Ces cartes, elles sont importantes notamment parce que on retrouve le tracé des frontières dans ces cartes-là. Et en Belgique, on a fréquemment des délégations de RDC qui viennent aux archives pour retrouver les frontières de la RDC avec ses très nombreux voisins et régler, apporter des éléments pour venir régler les différents conflits frontaliers qui peuvent exister. On a aussi, eh ben voilà, la photographie est passée derrière, mais vous avez aussi, donc, aussi des films, donc pas seulement des documents rédigés, des cartes, mais aussi des films, et alors des photos. Les photos, moi, c'est un type d'archive que j'aime beaucoup parce que, eh bien, on a toute une série de rapports qui sont rédigés par les autorités coloniales, par des agents de la colonisation, mais c'est toujours un point de vue très européen et qui laisse de côté toute une série de réalités et les photos permettent de quelque part d'apporter un autre témoignage, une autre vision, une autre lecture des événements. Et ici, ça c'est une photographie qui a été prise en 1960 à Kinshasa, immédiatement avant ou après l'indépendance du Congo. Et vous voyez cette manifestation, cette photographie qui a été prise au vif, rendant compte des manifestations qui sont alors organisées. Voilà. Vous avez d'autres photographies plus classiques. Mais voilà, ce tour d'horizon pour prendre la mesure de la richesse, la diversité de ces archives relatives à la colonisation. Alors, pour le résumer autrement, donc les archives relatives à la colonisation, ce sont à la fois des archives publiques et des archives privées, et des archives qui sont produites, pour une part, en Belgique, dans le cas présent. Ces archives, elles sont produites en Belgique, sont principalement les archives qui sont produites par le ministère des colonies. Et ces archives, elles ont une trajectoire très stable parce qu'elles sont produites en Belgique et elles sont jusqu'à présent toujours conservées en Belgique. Par contre, dans ces archives relatives à la colonisation, une autre part d'archives est produite en Afrique centrale, le Congo RDC, Rwanda et Burundi dans le cas présent. Alors, dans les archives qui sont produites par ces autorités, eh bien, ce sont les archives qui sont produites par le gouvernement général et les différents services qui composent le gouvernement, le service juridique, le service de la santé, le service de la sûreté. La question s'est posée, ces archives, que va-t-on en faire ? Et ces archives, les autorités belges en sont très peu préoccupées, pour le dire ainsi, très peu préoccupées jusqu'à la veille de la colonisation, jusqu'à la veille de la décolonisation. Et les autorités belges ont décidé de transférer toutes les archives publiques qui avaient été produites au Congo, de transférer toutes ces archives vers la Belgique. Et les autorités belges organisent une opération secrète qui s'appelle, de façon assez peu inventive, qui s'appelle l'opération Archive. Et cette opération Archive, elle vise à transférer vers la Belgique l'ensemble des documents produits au Congo. Alors, quand on regarde les archives qui sont effectivement parvenues en Belgique, donc il y a plusieurs kilomètres d'archives, mais on se rend compte que cette opération Archive, elle n'a pas rencontré les objectifs qui ont été fixés. Puisqu'il y a des régions entières du Congo qui ne sont pas couvertes par les archives qui se trouvent ici en Belgique, notamment pour le Katanga, le Kasaï, sont toutes des régions pour lesquelles on n'a pas d'archives en Belgique. Donc l'opération archive n'a pas été mise en œuvre dans ces régions-là. Et puis, eh bien, on se rend bien compte que cette opération n'a pas permis de vider le Congo de ses archives, parce qu'il y a des centres d'archives entiers, et je pense notamment à l'INACO qui s'est créé, qui a été créé à Kinshasa et qui aujourd'hui conserve une grande partie de ces archives
produites dans le cadre de la colonisation. Donc, l'opération archive visait à transférer l'ensemble des archives du Congo vers la Belgique, même si eh bien, elle n'a pas été pleinement mise en œuvre. Mais c'est intéressant de s'interroger quant à la situation des archives du Burundi et du Rwanda. Le Burundi et le Rwanda, à la différence du Congo, ce n'étaient pas des colonies, mais des territoires sous mandat. Donc, il y avait une pression, un regard international, un contrôle international. Le Burundi et le Rwanda ont accédé à l'indépendance en 1962. 1962, et c'est intéressant cette date parce que l'année précédente, en 1961, le Conseil international des archives a prescrit une règle pour le partage des archives. Le Conseil international des archives a prescrit de distinguer archives de souveraineté et archives de gestion. Donc, les archives de souveraineté, ce sont les documents qui consignent des décisions de principe, qui consignent des ordres ou des instructions de la politique coloniale. Donc, pour le dire autrement, les archives de souveraineté, ce sont les documents qui sont produits au niveau du gouvernement local. Et ces archives de souveraineté, d'après le Conseil international des archives, ces archives de souveraineté devaient être transférées vers l'ancienne métropole. Et les archives de gestion, par contre, devaient rester sur place dans les différents territoires soumis à l'administration coloniale. Et donc, les archives de gestion, c'est quoi? Ce sont les documents qui sont produits ou reçus dans le cadre des activités administratives d'un État. Donc, les documents de gestion, ce sont les documents dont un État a besoin au quotidien pour fonctionner. Donc, les registres d'état civil, le cadastre, des plans d'aménagement du territoire, les plans du réseau routier. Donc, ces documents, ils devaient rester sur place. Alors, et ces documents, effectivement, sont restés sur place. La Belgique a organisé une deuxième opération qui s'est appelée l'opération Neven, qui a eu pour but de transférer vers la Belgique les documents de souveraineté et aussi de microfilmer des documents de gestion qui sont restés sur place. Et alors, moi, il me semble vraiment intéressant de refaire cette histoire du partage des archives. Pourquoi? Eh bien, simplement, refaire cette histoire, ça nous permet de comprendre aujourd'hui ce qui se trouve en Belgique, dans le cas présent, et ce qui se trouve au Congo RDC, au Burundi et au Rwanda. Donc, faire cette histoire, connaître l'histoire de ce partage, c'est s'interroger et savoir pourquoi tel document se trouve à un endroit ou pourquoi tel document se trouve ailleurs. Mais connaître l'histoire de ce partage, cela met surtout en évidence que les archives qu'on conserve en Europe et en Afrique centrale, ce ne sont que deux pièces d'un seul et même puzzle. Et ça me semble essentiel pour nous, archivistes, de réfléchir à la manière dont on peut remettre ensemble, reconstituer ce puzzle. Alors, les solutions dont nous disposons en tant qu'archivistes, ces solutions, elles sont nombreuses. La première, la plus évidente, c'est de rédiger des instruments d'accès et de mettre en ligne ces instruments d'accès. Instruments d'accès, donc je pense à des inventaires, je pense à des guides qui nous permettent de prendre la mesure de ce qui est conservé où. Jusqu'à peu en Belgique, il y avait peu d'inventaires, d'archives qui étaient disponibles en ligne, ce qui ne permettait pas aux collègues de prendre la mesure de ce qui se trouvait en Belgique. Une autre solution pour essayer de reconstituer ce puzzle, c'est bien sûr la numérisation des archives. Et je viendrai dans un instant sur un projet de numérisation qui est en cours, mais numérisation des archives et mise en ligne de ces archives afin de faciliter l'accès à ces archives. Ce sont deux éléments, deux actions que nous pouvons entreprendre comme archivistes, mais il est clair que ces actions ne suffisent pas et que, eh bien, on a besoin d'actions plus larges, de projets plus vastes, de plus vaste envergure. Mais pour ces projets de plus vaste envergure, eh bien, nous avons besoin de décisions politiques. Donc, à mon tour, je reviens sur cet élément-là. Mais nous, archivistes, nous avons besoin de sensibiliser les politiques et que les politiques nous donnent les moyens de mener d'autres projets, des projets de plus vaste envergure.
Alors, le temps qui m'est imparti est bientôt écoulé, mais voilà, en conclusion, rapidement, je voulais vous parler de projets de numérisation qui sont en cours. Et alors, je voulais vous parler d'un projet qui est en cours entre la Belgique et le Rwanda. Alors, ce projet, il est en cours depuis 5 ans. C'est un projet qui a démarré à l'initiative des autorités rwandaises qui ont exprimé le souhait de bénéficier d'un accès, un accès renforcé aux archives qui sont conservées en Belgique. Le projet tel qu'il a été dessiné à la demande des autorités rwandaises, ce n'est pas un projet de restitution. C'est un projet de numérisation d'archives. Alors, parfois, on entend parler de restitution numérique. Alors, moi, c'est vraiment une expression que je trouve assez malheureuse parce que ce n'est pas une restitution. C'est une numérisation et un accès facilité à du patrimoine, mais la propriété des documents ne change aucunement. Donc, ce n'est pas une restitution à proprement parler. Donc, c'était un projet de numérisation. Les collègues rwandais ont épinglé les fonds d'archives qu'ils souhaitaient voir numérisés. On avait une grande difficulté, c'est que les fonds n'étaient pas encore inventoriés. Donc, vous le savez, on ne numérise pas sans savoir. Avant de numériser, mais il faut faire les traitements archivistiques de base. Et donc, ce projet a résidé dans la réalisation inventaires qui sont maintenant en ligne. Et puis, on est en train de pouvoir enfin numériser ces documents. Enfin, on a numérisé ces documents et vient maintenant l'étape du partage de ces documents. Et j'espère peut-être pouvoir venir vous reparler de la mise en œuvre, de la concrétisation de ce partage qui va avoir lieu dans les mois à venir. Merci. Merci beaucoup, Madame Bérangère. On comprend mieux et on sait que nous, en Afrique centrale, nous avons énormément d'archives auprès de nos colonisateurs et c'est une façon de nous interpeller pour qu'on puisse travailler vraiment en collaboration, comme vous l'avez suggéré, par des actions, soit d'inventaire ou de numérisation. En tout cas, vous reviendrez pour les prochaines rencontres parce qu'il y en aura. Merci à tous. Il est vrai que là, on est un peu pris par le temps. J'ai vu que notre dernier intervenant est bien là, le président Jean-Paul Nenga. Je ne sais pas s'il est prêt, il est vrai qu'on ne le voit pas. Vous pouvez ouvrir votre micro? Ok, s'il ne réagit pas, j'ai quand même une... Je suis là. D'accord. Laissez-moi d'abord juste un petit instant parce qu'au niveau du chat, on a énormément de messages. Il y a Randolph Aglipo qui dit « L'Afrique est caractérisée notamment par l'oralité. Il prend l'exemple des Pygmées au Cameroun qui constitue un peuple spécial avec une histoire singulière. Quels sont les efforts actuels pour préserver les archives traditionnelles et orales, souvent négligées dans le contexte de la préservation patrimoniale en Afrique centrale? Je ne sais pas si le docteur Olembe ou encore M. Albert Mban peut essayer d'apporter une petite réponse à cette question. Donc, quels sont les efforts actuels pour les peuples, on va dire quoi, peuples comme des Pygmées? Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour eux? Bah oui, alors, comme c'est le Cameroun, je vais peut-être répondre assez rapidement. Oui, alors, dans ma communication tout à l'heure, j'ai indiqué que le gouvernement du Cameroun a pris à bras le corps la question des archives, vraiment dans son ensemble. Et la première chose à laquelle on s'est attaqué ou on s'attaque, c'est la question de la réglementation. Je vous ai dit que la loi qui régit les archives en ce moment au Cameroun est une loi qui a été copiée, n'est-ce pas, par le modèle, une ancienne loi française qui elle-même a été révisée en 2008. Justement, cette loi ne marche pas parce qu'elle ne prend pas suffisamment en compte
l'environnement dans lequel nous sommes. Et dans cet environnement-là, la question de l'oralité est centrale. Et l'une des innovations du projet de loi en cours, c'est justement de prendre en compte les archives orales. D'ailleurs, elles bénéficient d'une définition à l'intérieur de cette loi, la question de l'oralité et des archives orales. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui a dans le chat écrit que oui, nous avons tous les problèmes d'archivage ou de culture archivistique parce qu'on est une tradition de l'oralité. Je crois que c'est j'appelle ça souvent les lieux communs. C'est des choses qui ne sont pas suffisamment éprouvées puisque cette oralité s'archive. Comment nous savons ce qui se passait il y a, je ne sais pas moi, des centaines, des siècles et des siècles qui continuent aujourd'hui? Comment nous avons réussi à conserver ces choses-là? Donc, il me semble qu'il y a un besoin de décoloniser la culture archivistique. C'est une question centrale. Il faut pouvoir décoloniser la perspective occidentale de l'archivistique et de pouvoir l'endogéniser et étudier les modalités d'organisation, de conservation et de communication, de circulation, de valorisation de l'information dans nos sociétés, parce que nous n'avons pas la même perspective. C'est vrai, du point de vue administratif, les canons qui existent sont suffisamment pertinents, mais après, il faut aller au-delà pour construire une archivistique, décoloniser une archivistique. Je ne veux pas utiliser l'expression une archivistique africaine, mais une archivistique qui correspond vraiment aux problématiques qui sont les nôtres. Merci. Nous, on acceptera l'expression quand même archivistique africaine. Bon, on va dire que Randolph poursuit et là, il pose quand même la question de la coopération entre pays de l'Afrique centrale parce qu'il dit, même si c'est timidement, on voit quand même pas mal de projets de numérisation et de dématérialisation de certains services publics, que ce soit au Cameroun, au Congo ou encore au Gabon. Compte tenu de l'expérience de certains pays, notamment en Afrique de l'Ouest, les professionnels de la gestion de l'information ne sont pas souvent associés au projet. La peur est de tous, est le vrac numérique qu'on sera contraint à traiter durant les prochaines années, sachant que le traitement du vrac numérique peine encore à être effectif. Sa question est de savoir si en Afrique centrale, les archivistes sont associés au projet de numérisation et de matérialisation des services publics. Et moi, j'ai quand même envie, et là, je m'adresse quand même personnellement au docteur Olembe et également à monsieur Albert Mban. Est-ce qu'il y a une certaine coopération entre les pays de l'Afrique centrale, que ce soit en matière de formation, en matière de projets dans les archives? Mais écoutez, moi, je suis déconnecté de canaux officiels. Madame Olembe serait mieux, mieux placée pour répondre à ces questions-là. Moi, je fais sur les interventions, c'est vrai. Il y a, bon, Madame Piré a soulevé comme tout à l'heure, il y a comme une espèce d'anarchie dans ce domaine-là. C'est-à-dire que les gens, ils mettent la charrue avant le bœuf. Moi, j'ai vu des choses où on a mis beaucoup d'argent. Au Congo, au Gabon notamment, hein, je ne sais pas quelle institution, je vous assure, mais après, l'argent est parti comme ça, on n'a rien fait avec. Parce que, bon, ben, ils ont signé, mais ils ne s'encombrent pas de savoir si l'archiviste, il est très loin de ça. Il ne sait même pas, c'est à la dernière minute qu'on le met devant les faits accomplis. Et après, on se trouve avec des solutions, mais des problèmes énormes. On ne peut pas numériser n'importe comment, n'importe quoi. Bon, je n'ai pas envie d'aller plus loin, mais en tout cas, c'est des sérieux problèmes. Vous voir, vous qui avez le pouvoir de rencontrer les décideurs, c'est à vous de les convaincre pour ne pas qu'on aille n'importe où et n'importe comment la tête baissée. C'est des dépenses énormes. J'ai vu ça vraiment au Congo et au Gabon. Les gens ont dépensé beaucoup d'argent pour des appareils qui ne valaient pas la peine, qui n'ont même pas été utilisés. Et beaucoup d'argent s'est envolé comme ça. Bon. OK. Donc, moi, je ne dis pas...
Oui, répondre directement. Madame, on est bien mieux placée. docteur, on vous écoute. Ben, oui, alors, vous savez, la question que vous posez est une question, elle est très complexe dans la mesure où pourquoi pourquoi tout le monde va vers la numérisation de manière globale. Vraiment, je suis mal à l'aise de parler de cette affaire de numérique. Je suis très mal à l'aise parce qu'il y a beaucoup de malentendus là-dedans. Personne ne sait ce qu'on fait, chacun essaye. En fait, ça n'est un. C'est-à-dire qu'il y a comment dirais-je, une exposition médiatique sur la panacée des technologies de l'information et de la communication qui va venir résoudre tous nos problèmes, qui va nous sortir de tout ce que nous savons, de tous les mots que nous savons, et particulièrement dans le domaine de l'organisation des archives, les technologies de l'information et de la communication sont présentées comme étant la solution, solution avec grand S, c'est-à-dire l'unique et seule solution pour sortir du désordre documentaire. Alors, ce discours vient trouver un inconfort. C'est un discours qui rencontre un inconfort. L'inconfort du fait que les gens sont mal à l'aise des archives mal organisées. Tout le monde est mal à l'aise en Afrique avec cette question des archives inorganisées. Alors, quand on apporte ce discours prometteur, ah ben, écoutez, le politique, lui, il a besoin des solutions. Si on lui dit que c'est ça la solution, ben, écoutez, il va rentrer vers cette solution. Et puis derrière, il y a quand même de gros enjeux économiques. Ça. Il y a de très gros enjeux économiques derrière. Et nous tous, nous savons que dès que l'économie rentre dans la danse, c'est toute une autre affaire. Donc, du coup, ce n'est pas aussi simple. Parce que dès qu'on va vous parler d'archives aujourd'hui, on va vous dire, vraiment, il y a les solutions de numérisation. Et pourtant, ce n'est pas ça le problème de l'Afrique. Ce n'est pas la numérisation qui est le problème de l'Afrique. Là, en ce moment, la question que moi je pose toujours, c'est on numérise quoi? Exactement. Et que vaut le document numérique? Tout à fait. Point de vue juridique. C'est ça fondamentalement. Est-ce que la numérisation nous exempte d'avoir des systèmes archivistiques bien organisés? Et qui dit archive numérique dit d'abord archive. Dans archivage numérique, il y a d'abord archivage, c'est-à-dire que cet ensemble de techniques qui permettent de collecter, de traiter, de conserver, de communiquer les informations. Alors, ce n'est pas parce qu'on va mettre en place un dispositif numérique qu'on aura résolu ce problème. L'outil numérique n'est qu'un, j'ai envie de laisser, permettez-moi le pléonasme, ce n'est qu'un outil. Ce n'est qu'un outil. Or, on nous vend, excusez-moi, on nous vend le vent et on ne règle aucun problème parce que ça règle les problèmes économiques à gauche et à droite. Ça permet aux gens de faire des captures de rente à gauche et à droite. Donc, véritablement, le problème aujourd'hui que nous avons, c'est celui de l'organisation, de la mise en place des systèmes archivistiques cohérents dans nos pays. C'est ça qui est fondamental. On peut se servir de l'outil informatique, c'est bien, mais c'est pas là, c'est vraiment devenu tarte à la crème au point que on passe à côté du problème fondamental. Et même lorsqu'on rentre dans la question de numérisation et tout ce que vous voulez, ça fait l'objet d'une politique. Il faut pouvoir penser la politique, penser les politiques de dématérialisation des processus et de l'action publique. Il faut penser cela. Donc, moi, c'est un peu mon approche et que j'essaie de défendre au mieux au sein des... Quand je me retrouve là-bas, il n'y a pas longtemps, il y a juste une semaine, on était en réunion avec le ministère des Finances, la direction du Trésor, qui pense une affaire et qui propose même une circulaire que le ministre des Finances va signer au sujet de l'archivage des archives du Trésor, comme si les archives du Trésor ne faisaient pas partie des archives de l'État. C'est un exemple que je vous donne. Et à l'intérieur du ministère des Finances, chacune des directions générales a son propre système. Chacun a son propre dispositif. C'est ça. Or, la douane doit communiquer avec les impôts, qui doit communiquer avec le trésor. Les systèmes sont complètement silolisés. Hein? Les systèmes ne se parlent pas, il n'y a pas interopérabilité. Il s'agit de quoi? Donc, c'est pour dire que vraiment, je suis toujours un peu mal à l'aise et je donne toujours des coups de gueule quand il s'agit de parler des affaires d'archives, de numérisation et tout le ramdam autour. Je suis moi-même, je travaille beaucoup sur les questions
de technologie de l'information, d'intelligence artificielle et tout le reste appliqué à l'archivage. Mais nous ne posons pas le vrai problème de l'archivage électronique. C'est toujours quelque chose de surface qu'on vient nous vendre comme étant la solution, alors même que ça n'en est pas une. Ça nous crée plutôt d'autres types de problèmes. Merci. Merci, docteur. Je vois que le temps qui nous est parti, nous avons déjà même dépassé ce temps-là. Je vois la main levée de Jean-Paul Nenga. Je ne sais pas si la technique nous permet de poursuivre. Je ne sais pas s'ils vont réagir. Est-ce que la technique nous permet de poursuivre notre débat? Président, on vous écoute. Allô? Il faut rappeler que Jean-Paul Nenga est le président de la Sénarbica. Il est enseignant en archivistique à l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa. C'est également lui le président de l'Association des archivistes professionnels du Congo. Je ne sais pas si vous pouvez aller, on me fait savoir que nous avons 10 minutes de plus. Donc, si en 5 minutes, vous pouvez nous faire l'économie de votre présentation, je sais que ça porte sur la loi, on va dire la législation archivistique. On vous écoute. Allô? Le président est là avec nous? Jean-Paul Nenga? Alors, si pour le moment il ne réagit pas, nous avons énormément de questions, d'apports sur le chat. Et il y a Rachel Hanoun qui dit « Bonjour Madame Piret et merci pour cet exposé édifiant. Sa question est de savoir pourquoi ne pas, en coopération avec les pays producteurs, construire un centre des archives coloniales au Congo, RDC, Rwanda et les autres et former les gestionnaires d'archives et les muséographes de ces pays africains. La question est adressée à Madame Bérangère. Oui, merci pour cette question. Eh bien, tout simplement parce que la demande n'a pas été formulée telle qu'elle, ou en tout cas, j'en ai pas connaissance, mais donc le projet dont je vous ai parlé, c'est un des projets en cours et l'initiative était vraiment venue des collègues archivistes rwandais. Et je pense que dans ce genre de cas, et pour nous, on est toujours en réaction à des demandes qui peuvent être formulées et pas en anticipation de demandes qui ne seraient peut-être pas effectives ou réelles. Donc voilà, on réagit en fonction des demandes qui sont formulées et des moyens qui sont mis à notre disposition. D'accord, merci. Et il y a également une autre question de Cassie Fidèle adressée au docteur Mban. Il apparaît évidemment que vous êtes un sachant. Sa question est de savoir si à l'avenir, vous serez tenté de donner des conférences et des formations pour la jeune génération montante en Afrique et singulièrement dans son pays, la Côte d'Ivoire. Ben, en tout cas, pour l'instant, ce que je fais depuis 2005, c'est que j'organise, je vous ai dit, à Douala, au Cameroun, et au Bénin chaque année. Là, on va y aller à partir du juillet, août, on fait. Là vient de tout le monde vient, hein, donc toute l'Afrique hein, centrale et l'Afrique de l'Ouest et Djibouti et les Comores. Tout ce que je peux faire. Maintenant, si un organisme ou un État m'invite, serait un réel plaisir d'aller dans n'importe quel de nos pays faire des conférences ou animer des séminaires ou des formations, pourquoi pas. Alors, j'en profite. Oui. Tout à l'heure, Madame Olembe a soulevé un problème. Justement, je reviens un peu, je rebondis un peu, excusez-moi. Parce que je dis et je maintiens que les problèmes d'archives chez nous sont avant tout administratifs. Madame Olembe l'a dit en parlant du ministère des Finances. Vous voyez? C'est-à-dire, tout ça, chacun fait ce qu'il veut, comme il peut, avec des moyens de bord. Après, on se trouve que les choses, on ne peut pas résoudre.
Le problème, c'est parce qu'il y a un manque de procédure, il y a un manque c'est un problème de méthode de travail, il y a un manque de procédure manifeste, il y a un manque de rigueur. Donc, tout ça est administratif. Si on n'a pas résolu ça, on n'ira jamais beaucoup plus loin. Donc, il faut harmoniser les méthodes de travail, uniformiser, etc. Et en ce moment-là, la politique ça va couler tout seul et on peut aller de l'avant. Sinon, tout ce que Mme Olembe a dit là, c'est tous les pays sont confrontés à ces problèmes-là. Chacun fait ce qu'il veut. Même les classements, c'est-à-dire même dans une même administration, moi je fais des formations. Je vous assure, quelqu'un est venu d'un ministère de la santé, il y avait 10 directions, mais chaque direction avait sa façon d'enregistrer le courrier. Vous trouvez ça normal? Au niveau d'un même ministère. Mais si on n'a pas résolu ces problèmes-là, vous n'allez jamais résoudre les problèmes d'archives. Ouais. Ce que Merci. Mme Olembe a dit, c'est ça. Il faut d'abord résoudre ça. On est tout à fait d'accord. Il faut harmoniser, uniformiser et également partager les expériences. Et là, j'ai la préoccupation de notre ami Dinza qui dit la loi sur les archives au Tchad date de 1999, donc obsolète. Comme au Cameroun, le docteur Olembe l'a dit, pouvez-vous donner un peu de détails sur la constitution de l'équipe qui travaille depuis 3 ans pour une nouvelle loi au Cameroun? Donc, c'est notre ami du Tchad. La question est adressée au docteur Olembe pour un partage d'expérience. Bien, merci. Alors, comme je vous ai dit, c'est parti d'un comité interministériel en charge de la restructuration des archives nationales qui est piloté par le Premier ministre lui-même. Et à l'intérieur de ce comité, il y a presque toutes les administrations, y compris celles de souveraineté, qui sont dans ce comité et avec donc des sous-groupes. Donc, il y a un sous-groupe juridique, un sous-groupe technique, un autre sous-groupe chargé des questions des ressources humaines et tout le reste. Donc, ces différents sous-groupes travaillent en fonction d'un cahier des charges précis. Donc, le sous-groupe juridique a pour rôle de toiletter le cadre juridique en matière d'archives. Et à l'intérieur de ce sous-groupe, on a donc toutes les administrations de souveraineté, notamment le ministère de la Défense, la délégation générale à la sûreté nationale, la direction générale à la recherche extérieure, le ministère des relations extérieures, donc ce qu'on appelle les affaires étrangères, le ministère de la justice, évidemment le ministère des arts et de la culture en tant que la présidence de la République elle-même, les services du Premier ministre, le ministère des Finances, le ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire. Donc, vraiment un ensemble de structures étatiques qui permettent de pouvoir, parce que vous voyez, dans une loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'une des innovations de cette loi, c'est la question du financement. Or, on ne pouvait pas parler de la question du financement si vous ne faites pas intervenir le ministère des Finances et le ministère de l'économie pour les questions de soutenabilité financière. C'est-à-dire que s'il faut dire, OK, voilà une politique qu'on va mettre en place, comment on va pouvoir soutenir cette politique? Il faut que le ministère des Finances et le ministère de l'économie se prononcent. Sur les questions, par exemple, les questions de sanctions dont nous avons fait allusion tout à l'heure, il faut que le ministère de la Justice se prononce. Donc, le ministère de la Justice se prononce. Et sur les questions de communicabilité des archives, notamment tout ce qui concerne les questions de classification, déclassification et autres, il faut bien que, par exemple, toujours ce ministère de la Justice se prononce, que les autres administrations de souveraineté, notamment le ministère de la Défense, disent ce qu'ils pensent des délais de communicabilité qui sont prévus par la loi. Est-ce qu'il faut les rallonger? Est-ce qu'il faut les raccourcir? Quels sont les différents éléments qu'on doit mettre dans la loi pour pouvoir assurer la sûreté et la sécurité de l'État? Donc, il y a tous ces aspects-là qui doivent être pris en compte. Le ministère de la fonction publique, parce qu'après, il faudra gérer la ressource humaine et à quel niveau on met cette ressource humaine. Donc, il faut bien que le ministère de la fonction publique se prononce. Il faut également que le ministère des Postes et Télécommunications se prononce, parce que toutes les questions qui sont liées à la technologie, au développement en technologie, sont portées par ce département ministériel et surtout
la problématique, comme je vous l'ai dit, de l'e-government est portée par ce ministère. Or, comme vous le savez, dans d'autres pays, l'e-government est porté par les archives nationales. Mais par exemple, ici au Cameroun, c'est porté par le ministère des Postes et Télécommunications. Et donc, il faut, bien qu'il y ait un dialogue, lorsqu'on élabore cette loi, il faut qu'il y ait un dialogue avec... donc, voilà à peu près, c'est quelque chose d'assez complexe et vous pouvez comprendre pourquoi ça prend beaucoup de temps. C'est très compliqué parce qu'il y a des arbitrages à faire, parce qu'on ne s'entend pas toujours. Vous allez trouver un ministère qui dit non, 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 vraiment, moi, je suis un très grand ministère, moi, je vais garder moi-même mes archives. Ah ben après, il faut des discussions et parfois, et c'est aller plus loin parce qu'il a fallu à un moment donné, je ne fais pas de... Il a fallu à un moment donné l'arbitrage même du président de la République pour dire que ça là, non, c'est pas possible. On a un fichier unique central qui est géré par une institution dont on va donner le nom parce qu'on n'a même pas donné le nom de cette structure au sein de la loi. Donc voilà à peu près l'expérience que je peux partager en matière d'élaboration de cette loi. Merci. Merci également. Je ne sais pas si le président Nenga arrive à se connecter. Sinon, on va mettre fin à notre webinaire du jour. Président Nenga, je pense qu'il a des soucis. Nous avons eu 10 minutes en plus. Merci, on va dire, aux techniciens du Conseil international des archives qui nous accompagnent. Nous disons merci déjà à nos intervenants et à toutes ces personnes qui se sont connectées. On va dire ce qu'on peut vraiment retenir de ce webinaire déjà, c'est que le problème de l'Afrique, des archives en Afrique reste un problème administratif. Il faut qu'on arrive déjà à harmoniser la gestion, mettre en place des politiques, comme l'a dit le docteur. Nous remercions tout le monde. On va dire, c'est notre premier webinaire organisé par la CENARBICA. On espère organiser d'autres parce qu'on comprend que, au vu des questions que nous avons reçues, il y a énormément de sujets que nous devons aborder et c'était aussi une occasion pour nous de montrer qu'il y a certaines expertises au niveau de notre zone Afrique centrale. Merci à tous et on se retrouve très bientôt.